Voilà, bonsoir à toutes et tous. Alors qu'on entend dehors les applaudissements comme chaque soir nourris pour le personnel médical confronté à cette épidémie de coronavirus, nous sommes ce soir avec Bruno Megarban, qui est chef du service réanimation médicale à l'hôpital de Lariboisière dans le 10e arrondissement à Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous accorder votre temps précieux en cette période très chargée. Nous expliquer peut-être ce soir, au moment où on se parle, les chiffres au plan national et sur le plan peut-être aussi de l'Île-de-France, parce qu'on sait que c'est assez critique, assez tendu dans la région. Oui, tout à fait. Donc nous sommes actuellement en plein dans la vague de l'épidémie du Covid-19. Donc les chiffres importants à retenir sont tout d'abord le nombre de personnes hospitalisées en France, et on en décompte 14 000, dont 3 500 cas graves. Avec malheureusement déjà 2300 décès, et comme vous le savez, ce chiffre ne comptabilise que les décès en milieu hospitalier et non en communauté dans les établissements de personnes âgées. Alors en Île-de-France, la situation commence à devenir assez critique. Donc nous avons aujourd'hui 1600 personnes gravement malades admises dans les services de soins critiques. Il faut savoir que la région Île-de-France offre 1800 lits de réanimation. Donc nous sommes encore en deçà du seuil de saturation complet, mais évidemment on en approche. Alors bien sûr, les hôpitaux, et notamment l'assistance publique des hôpitaux de Paris, fait le maximum pour pouvoir rapidement augmenter ce nombre de lits disponibles, et on espère évidemment augmenter le potentiel rapidement pour pouvoir prendre en charge le maximum, voire la totalité bien sûr des patients qui le nécessitent. Parce que c'est vrai que c'est le chiffre, vous dites 1700, on sait qu'en temps normal il y a une capacité de 1500, ça veut dire qu'on a déjà dépassé le seuil critique à la base et qu'il a fallu pousser les murs pour, on va dire, avoir une capacité plus importante. 1500, c'est déjà un nombre augmenté par rapport à d'habitude de lits de soins critiques. Mais même ce premier chiffre qui avait été envisagé comme capacitaire initialement a été déjà augmenté à 1800. Et le but, bien sûr, c'est de dépasser très largement 2000 lits dans les jours qui viennent. Donc 2000 lits, c'est-à-dire comment on fait, comment on organise l'hôpital? Parce qu'on se dit que la structure est ce qu'elle est, c'est du bricolage un peu, comment ça se passe? Non, alors en fait, tout d'abord, il y a eu un redéploiement des activités, donc notamment un certain nombre d'interventions chirurgicales programmées ont été annulées, ce qui va libérer un certain nombre de lits. Et donc, dans un deuxième temps, les différents services et départements ont été réorganisés avec des secteurs consacrés à la prise en charge des patients infectés par le Covid et des secteurs réservés aux patients non infectés par le Covid. Évidemment, le dimensionnement des secteurs consacrés aux patients infectés par le Covid a augmenté progressivement avec l'arrivée des patients. Et donc, un certain nombre de ces secteurs ont été transformés, armés, on dit le mot armés, en lits de réanimation, c'est-à-dire avec du matériel spécialisé, notamment des ventilateurs, pour permettre la respiration artificielle chez ces personnes qui vont être en détresse respiratoire. On évoque depuis quelques jours l'arrivée de cette vague épidémique en Île-de-France. Est-ce qu'on y est concrètement aujourd'hui? Comment ça se passe là vraiment ces derniers jours? Alors nous y sommes en plein. Donc très probablement nous ne sommes pas encore au pic, donc il est attendu encore une augmentation de cette vague sur probablement les 10-15 jours qui viennent. On ne sait pas exactement quand va arriver le sommet de ce pic. Comme vous l'avez probablement entendu, le but principal du confinement qui a été demandé à la population est de permettre de lisser ce pic, c'est-à-dire en fait au lieu qu'il soit très, très haut et très pointu, plutôt qu'il soit plus arrondi et plus bas, afin que le nombre maximal à un moment donné de personnes en défaillance justifiant d'une admission en réanimation soit inférieur au capacitaire du lit de réanimation offert dans le pays. On nous parle beaucoup des hôpitaux privés dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une collaboration avec eux? On sait que ça a été un vrai sujet ces derniers jours de se dire que dans les hôpitaux privés, il y avait de la place et que des fois, ils n'étaient pas toujours réquisitionnés. Alors, tous les hôpitaux collaborent évidemment. Il y a un réseau qui est conduit par l'ARS
qui à tout moment comptabilise le nombre de lits, demande des efforts de redéploiement d'activités, de personnel dans l'ensemble des hôpitaux. Donc l'ensemble des services de réanimation, y compris des hôpitaux publics, de certaines cliniques, des hôpitaux généraux et des hôpitaux universitaires de Paris, ont la même démarche, c'est-à-dire la prise en charge des patients affectés par le Covid. Évidemment, il y a aussi, on va dire, une aide à la répartition des patients. L'idée, bien sûr, est de permettre une meilleure distribution des patients dans l'ensemble des lits disponibles, plutôt évidemment qu'une accumulation des patients dans les plus grands hôpitaux où, de façon naturelle, les personnes se présentent pour éviter la saturation et pour éviter, bien sûr, qu'on ne puisse pas les prendre en charge si besoin. Et la question de Stéphanie dans les commentaires, et c'est vrai que c'est ce qu'on craint tous, c'est le fait à un moment donné on doit faire un tri parmi ces patients. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé de devoir attendre, faire patienter quelqu'un parce qu'il n'y avait pas la capacité immédiate de pouvoir l'accueillir? Alors, on va dire, ça c'est toujours le cas. Ce n'est pas spécifique à cette période d'épidémie Covid. En général, lorsqu'on arrive aux urgences, y compris dans une situation grave, il va falloir pendant un certain temps patienter, le temps qu'on puisse trouver le bon lit, dans le bon service, avec le bon matériel pour pouvoir prendre la personne en charge. Ce n'est pas pour autant que cette personne qui va attendre un tout petit peu, qu'elle va perdre des chances, bien sûr, de guérir dans les meilleures conditions. Évidemment, ceci est un peu plus délicat actuellement, puisque, comme tout le monde l'a compris, on n'est pas loin de la saturation du nombre de lits disponibles en Île-de-France. Donc évidemment, les médecins, que ce soit les médecins urgentistes à l'accueil de l'hôpital, les médecins réanimateurs doivent en permanence décider, en fonction d'un certain nombre de paramètres, quelle est la meilleure orientation pour un patient en fonction de son état, bien sûr immédiat, et des soins que cela exige, mais également de son âge, de son état fonctionnel, de ses maladies antérieures. Et tout ça exige bien sûr un diagnostic très précis et très rapide. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des situations de vie, hein? Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation médicale ici dans cet hôpital Lariboisière à Paris. Est-ce que vous êtes déjà confronté à des patients qui décèdent, à des situations compliquées? Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter peut-être certains cas que vous avez pu voir dans vos services ces derniers jours? Alors, donc, le service de réanimation médicale de l'hôpital Lariboisière comporte 18 lits. Donc, actuellement, nous avons 18 patients qui présentent une forme grave de Covid-19, qui ont donc été admis pour détresse respiratoire et qui sont tous actuellement en ventilation artificielle dans le service. Alors, depuis maintenant une dizaine de jours que nous recevons ce type de patients, évidemment, un certain nombre ont été traités avec succès. Nous avons 4 patients qui ont pu sortir du service guéris. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Voilà, c'est qu'il y a 4 personnes qui étaient dans un état grave. Qui étaient dans un état très grave. Intubées, réanimation. Intubées, ventilées, et puis qui se sont améliorés avec les thérapeutiques et qui ont pu sortir du service. Ils ne sont pas encore rentrés chez eux, mais ils sont actuellement dans des secteurs de médecine et ils sont guéris de leur infection. Malheureusement, nous déplorons aussi 2 décès dans le service de réanimation. Donc, c'est une maladie grave, le risque de décès existe. Les 2 personnes qui sont décédées étaient les personnes les plus âgées parmi ce groupe de patients dont nous avions la responsabilité. Ces 2 personnes les plus âgées, est-ce qu'on peut peut-être donner leur âge et si elles avaient des pathologies, des maladies préexistantes avant d'avoir le Covid-19? Voilà, alors on va dire le Covid-19 va être responsable de formes plus graves avec l'âge. Donc effectivement, à partir de 70-75 ans, le tableau clinique peut être un peu plus sérieux, ce d'autant plus que l'on a des maladies sous-jacentes, donc notamment l'hypertension artérielle, le diabète, mais aussi les maladies respiratoires, l'asthme, la bronchopneumopathie chronique que l'on appelle BPCO, liée au tabac, sont des conditions qui favorisent, on va dire,
des formes plus graves. Mais également chez les sujets un peu plus âgés, des maladies neurologiques dégénératives, la maladie de Parkinson, des états on va dire, prédémentiels d'Alzheimer sont également des facteurs de risque de faire des problèmes un peu plus sérieux. Et là, par exemple, sur les deux personnes en particulier, vous avez quel... Donc les deux personnes l'une était extrêmement âgée, elle avait 87 ans, et l'autre était peut-être un peu moins âgée, de l'ordre de 80 ans, mais avait beaucoup de comorbidités, notamment cardiaques. Il avait déjà fait un infarctus du myocarde avec un cœur fragile. Bon, au niveau des patients justement guéris, quel âge ils avaient? Alors, donc, la moyenne d'âge des patients hospitalisés chez nous est de 50 ans. 50 ans. 50 ans. Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette idée en tête de se dire que c'est les personnes les plus âgées. Alors, on en parlera notamment de cette jeune fille de 16 ans qui est décédée, mais 50 ans, c'est quand même jeune. Voilà. Donc, en fait, nos patients vont de 40 à 65 ans à peu près. Pour la grande majorité, on a quelques patients aux environs de 70 ans. Mais c'est vrai qu'on va dire, nous avons été surpris en fait, bien sûr, par rapport aux données chinoises, qu'un certain nombre de personnes plus jeunes faisaient des formes graves. Alors il faut quand même noter que ces personnes ont souvent quand même une certaine comorbidité. Une comorbidité, c'est quoi? C'est-à-dire en fait, on va dire des facteurs, notamment métaboliques, de risque, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, ou on va dire parfois latent, c'est-à-dire peut-être peu connu, pas connu encore de la personne. Et c'est vrai que ça peut favoriser une maladie un peu plus grave. Donc là, les plus jeunes qui sont... Enfin, c'est des plus jeunes, les 4 guéris, ou il y avait un peu tout? Non, c'est pas... Alors, c'est des gens, on va dire, entre 50 et 60 ans. 50 et 60 ans. C'est vrai qu'on a cette question, par exemple, de Al-Mansouri dans les commentaires, qui nous dit « La mort de la jeune fille de 16 ans, est-ce qu'il est dû à une possible mutation du virus ?» Non, alors, on va dire, il est vrai que le virus subit des mutations permanentes. Alors, soit dans un sens... où il peut devenir plus dangereux, et effectivement induire une maladie plus grave, soit aussi dans un autre sens, c'est-à-dire finalement de donner un tableau clinique beaucoup moins grave. Alors au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été identifié des mutations significatives qui ont modifié le tableau clinique lié au virus. Donc en fait, chez cette jeune fille, c'est très probablement le même virus qui sévit partout ailleurs, en France, en Europe et probablement en Chine. Mais effectivement, il faut savoir que même chez des sujets jeunes, il peut y avoir des formes graves, même si elles sont évidemment beaucoup moins probables. Et en tout cas, chez une jeune fille de 16 ans, ça c'est plutôt un cas exceptionnel, puisqu'à ma connaissance, en Chine du moins, aucun cas de décès n'a été rapporté dans la population pédiatrique ou d'adolescents. Donc là, ce sera le décès le plus jeune, tout pays. À ma connaissance, de publier. Maintenant, évidemment, il y a peut-être certaines données qui ne sont pas... Et cette jeune fille qui n'avait pas de comorbidité, qui n'avait pas de maladie. Alors, oui, c'est ce qui est dit. Voilà. Ce qui est dit, voilà. Alors après, évidemment, il faut être prudent parce qu'on n'a pas le dossier médical et parfois il peut y avoir des maladies qui ne sont pas connues de la personne, qui existaient quand même de façon latente. Alors, vous parlez justement de cette étude de la Chine. On se dit aussi qu'il y a un discours qui a énormément évolué. Il y a un mois, on nous disait c'est pas grave, ça va aller. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même, on peut dire dramatique quand même dans certains pays, notamment la France. On rappelle aujourd'hui 319 personnes qui ont perdu la vie lors des dernières 24 heures en milieu hospitalier. Ce qui veut dire qu'en ville, dans les EHPAD, le bilan s'annonce malheureusement plus lourd. Comment il y a eu cette évolution? Comment on n'a pas réussi peut-être à voir venir les choses finalement? Alors en fait, effectivement, il semble que, un peu comme en Italie, on va dire la gravité de certaines formes et le taux de décès puisse être un peu plus important en comparaison à ce qui a été rapporté en Chine. Alors évidemment, encore faut-il que les données chinoises soient exactes, mais on va dire dans cette maladie, il y a à la fois le virus qui est important, mais aussi la personne infectée, ce que l'on appelle l'hôte.
il est probable que l'hôte européen soit peut-être plus fragile de par son mode de vie, de par son alimentation, de par un certain nombre de comorbidités, de par que la population européenne, et notamment italienne, est plus âgée que d'autres populations, eh bien qu'il y ait un surrisque avec un taux de létalité un peu plus élevé en Europe que ce qui a été observé en Chine. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question tout simplement de remettre en cause les études chinoises ou de ce qui s'est passé là-bas? C'est ce qui monte de plus en plus, en voyant une différence, un bilan en Chine qui tourne autour de 3400 décès déclarés par les autorités chinoises. On voit qu'ici, en l'espace d'un mois, un mois et demi, on a l'Italie qui a dépassé les 10 000 morts aujourd'hui, l'Espagne qui a plus de 5 000 désormais, la France qui a presque à 2500, et on rappelle que pour chacun de ces pays, c'est des chiffres en milieu hospitalier. Est-ce que finalement, de par le biais des autorités chinoises, on n'a peut-être pas eu la gravité de ce qui était en train de se passer, que c'est finalement plus grave que ce qu'ils pouvaient peut-être eux nous dire? Alors c'est possible, moi je n'ai pas les données exactes épidémiologiques, si ce n'est les données publiées par les médecins chinois. Malgré tout, il faut reconnaître que la politique de confinement qui a été conduite en Chine relativement précocement et qui a été parfaitement respectée par la population a sûrement contribué aussi à réduire l'extension de la maladie dans le pays et probablement réduit le taux de décès dans les populations. Justement, il y a la question du confinement. C'est vrai qu'on voit que le confinement en Chine est beaucoup plus strict que celui qu'on peut voir en Europe, même si l'Italie et l'Espagne ont pris de nouvelles mesures, et on peut d'ailleurs annoncer à ceux qui nous regardent que l'Espagne a pris de nouvelles mesures, notamment vis-à-vis des personnes qui travaillent, en limitant au strict minimum toute activité liée au déplacement professionnel, chose qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Enfin, c'était déjà très largement encadré, l'idée d'aller vers le télétravail comme on voit en France, mais là, c'est vraiment encore beaucoup plus strict. Est-ce que finalement, c'est ce vers quoi on doit aller pour vous? Alors, on va dire, il y a encore des pays qui ont pris des décisions de confinement encore plus drastiques et qui étaient bien sûr encore mieux respectées par les populations. C'est le cas de la Corée du Sud, du Japon, de Hong Kong, où l'épidémie s'est beaucoup moins répandue et la courbe d'expansion a été parfaitement lissée par rapport à ce que l'on observe actuellement dans les pays européens. Alors peut-être ceci relève de la discipline, de la culture de ces pays par rapport aux Occidentaux, mais il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, en l'absence de traitements préventifs médicamenteux, et donc notamment de vaccins, le seul moyen efficace pour pouvoir limiter l'extension de l'infection, c'est le confinement. La question des masques aussi, c'est vrai que dans les pays asiatiques, ces masques sont beaucoup plus présents que l'on peut le voir en France. On reviendra peut-être aussi sur les problèmes, sur le manque de moyens de l'hôpital, mais aussi de se dire, est-ce que c'est parce qu'eux ont eu très rapidement des masques que ça a peut-être pu aussi permettre d'endiguer ça? Est-ce que c'est une hypothèse aussi? C'est possible. Donc, moi, je ne suis pas expert, on va dire, épidémiologiste pour pouvoir commenter les différents moyens optimaux pour pouvoir limiter la contagiosité, mais il est possible, évidemment, que le fait, on va dire, d'utiliser plus largement les masques, le fait de faire des dépistages dans la population plus importants, le fait d'une certaine discipline aussi au sein de cette population, on va dire, plus drastique, et contribuer à réduire l'expansion de la contamination et à réduire de ce fait le nombre de cas graves et le nombre de décès. Tout le monde a bien compris que le but de toutes ces mesures, c'est pas finalement d'arrêter l'expansion de l'épidémie, parce qu'on ne peut pas l'arrêter évidemment, mais de lisser les choses pour que le nombre de cas graves, plutôt qu'ils surviennent de façon massive et intense, et qu'ils débordent le capacitaire des hôpitaux, qu'ils se passent de façon plus lissée et plus étendue dans le temps. Et on apprend ce soir, c'est nos confrères de l'AFP qui donnent cette information que je donne à ceux qui nous regardent, que la barre des 30 000 décès de coronavirus vient d'être dépassée en milieu hospitalier. 2 tiers de ces décès ont été enregistrés en Europe. Vous faites donc ce triste calcul, 20 000 personnes donc, qui sont décédées en Europe depuis le début
de cette épidémie de coronavirus, et le reste donc dans d'autres pays, essentiellement en Asie et aussi aux États-Unis, où on a détecté beaucoup de cas ces derniers jours, notamment aussi du côté de New York, qui est un peu le foyer principal en Amérique du Nord. Je crois même qu'en Italie, la barre des 10 000 décès a été dépassée. Donc je pense que l'Italie contribue plus de la moitié des décès européens. Ce qui est justement, c'est que l'Italie a commencé le confinement aux alentours du 9 mars. Ça va faire presque 3 semaines aujourd'hui. Comment on explique que la courbe des décès n'arrête pas encore d'augmenter? Quand je dis qu'elle n'arrête pas encore d'augmenter, c'est qu'hier on a comptabilisé 969 décès. Aujourd'hui on est un peu moins de 900. C'est encore plus que les jours précédents. On était sur une fourchette de 600 à 800. Comment on explique qu'après 3 semaines de confinement, on n'arrive pas encore à ressentir un fléchissement de la courbe? Alors je dirais, il est probablement attendu que le nombre de décès continue à augmenter légèrement, alors même que le nombre de cas nouveaux, graves, admis en réanimation puisse plafonner ou diminuer. Ceci est lié au fait qu'un certain nombre de personnes qui étaient déjà en réanimation depuis un certain nombre de jours et qui ne se sont pas améliorées finissent malgré tout par décéder. Il faut rappeler quand même qu'en Chine, le taux de mortalité des personnes admises en réanimation était de l'ordre de 50%. Une personne sur deux. Alors en Europe, par contre, nous n'avons pas encore de données, donc nous ne pouvons pas dire. Mais il est probable qu'avec le temps, un certain nombre de personnes qui sont hospitalisées de façon maintenant assez prolongée en réanimation finissent par décéder. Donc ouais, cette donnée-là, justement, par rapport au décès, ça veut dire qu'on peut incuber la maladie à un moment et décéder quelques semaines après, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'en fait, la personne avait déjà les symptômes, donc était déjà malade, mais elle a été admise en réanimation, et puis avec les moyens de réanimation, on a maintenu la vie de façon artificielle pendant un certain nombre de jours, sans pouvoir réverser la situation, parce que les dégâts du poumon les dégâts pulmonaires étaient importants, et donc au final, la personne finira par décéder. Mais en fait, elle a déjà déclaré la maladie, elle n'est plus en incubation. Là, par exemple, les 2 personnes que vous avez au niveau des décès, elles sont restées combien de temps chez vous? Il y a eu... Alors, les 2 personnes sont décédées assez rapidement après l'admission en réanimation. La première, parce que nous avions décidé de ne pas ascensionner les moyens de réanimation. Donc, nous avions décidé de ne pas faire d'intubation et de ventilation artificielle. C'était une personne très âgée avec une maladie neurologique très grave. Et donc, effectivement, nous avons estimé que la réanimer de façon agressive n'avait pas de sens pour sa vie, parce que malgré tout, ceci induit une souffrance très importante, physique et psychologique. Qui fait que quand on est intubé, on ne peut pas forcément résister, c'est ça aussi? Parce que, bon, elle avait 87 ans, elle avait une maladie neurologique dégénérative importante, et nous avons estimé que au vu de la gravité de son infection par Covid-19, la probabilité de survie après, malgré les moyens de réanimation, était nulle. Comment on prend cette décision-là? Parce que là, ceux qui nous regardent se disent, mais être très... il y a peut-être même choqué de se dire pourquoi on ne va pas jusqu'au bout. Comment on prend ce type de décision? Est-ce que c'est avec la famille? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les décisions d'admission en réanimation et les décisions, entre guillemets, de calibration, de personnalisation des moyens de réanimation engagés. Ça n'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Évidemment, tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas engager la même intensité de réanimation pour quelqu'un qui a 25 ans et pour quelqu'un qui a 90 ans, puisque l'agressivité des techniques de réanimation ne sera probablement pas supportée en soi déjà par la personne de 90 ans. Il y a beaucoup de questions, vous l'imaginez bien, sur le sujet du moment. Vous l'avez peut-être trouvé? La chloroquine. La chloroquine, voilà. La chloroquine, elle revient énormément dans les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est même le débat qui peut même parfois cristalliser même des tensions entre médecins, entre chercheurs. Vous, comment ça se passe dans cet hôpital? Est-ce que vous utilisez l'hydroxychloroquine? Alors tout d'abord, il faut bien faire la différence entre chloroquine ou nivaquine et hydroxychloroquine ou plaquenil. Donc ce sont 2 médicaments séparés. Même si tous les 2 ont des propriétés qui ont été démontrées contre le virus du Covid-19 in vitro, c'est-à-dire dans les tubes à essai,
il est de fait que l'hydroxychloroquine est beaucoup mieux tolérée par le corps humain que la chloroquine, notamment aux doses recommandées. Donc on va dire c'est essentiellement l'hydroxychloroquine qui est utilisée, enfin pour lequel il existe éventuellement une possibilité de traitement chez l'homme. Alors au jour d'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il n'a pas été démontré que l'hydroxychloroquine soit efficace pour traiter la maladie liée au Covid-19, c'est-à-dire pour réverser les symptômes, pour éventuellement prévenir l'aggravation ou l'hospitalisation en réanimation, et bien sûr pour éviter le décès. Donc la seule chose qui a été prouvée, c'est son action antivirale, voire anti-inflammatoire sur des cellules in vitro infectées par Covid-19, avec une diminution de la réplication virale, et puis dans un article préliminaire par l'équipe du professeur Raoult, une réduction de la charge virale chez des patients, on va dire, n'ayant pas une forme grave de la maladie, et traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Que vous utilisez vous ici? Alors, on va dire, lorsque cet article a été publié, évidemment, moi, comme responsable du service de réanimation et donc de l'avis d'un certain nombre de personnes gravement affectées, puisqu'il y avait l'éventualité d'efficacité de ce médicament qui a été proposé, bien sûr, j'ai décidé de traiter un certain nombre de ces patients par cette association. Mais on va dire, tout en sachant qu'il n'existe aucune preuve de l'intérêt. Mais la situation est différente par rapport au sujet d'actualité, puisque moi, j'ai en charge des patients extrêmement graves qui luttent contre la mort. Et donc, évidemment, ce n'est pas la question posée dans la population générale, à savoir, faut-il prendre ou pas ce traitement pour éviter d'avoir une forme grave. Ici, les patients ont déjà une forme grave et très probablement, effectivement, il n'est pas clair que ce traitement, à ce stade-là, puisse avoir un intérêt. Néanmoins, au vu de la gravité, nous avons décidé, bien sûr, après discussion au sein de l'équipe médicale, d'administrer ce traitement à un certain nombre de patients. Des patients graves ou... Des patients graves. Alors, juste préciser qu'évidemment, les patients qui ont été traités très immédiatement après la publication de l'article de l'équipe de Raoult, avant même qu'il ait été mis en place un certain nombre d'essais cliniques pour tester éventuellement l'efficacité de ce médicament. Il y a beaucoup de questions dans les commentaires, on aura peut-être l'occasion de revenir sur la chloroquine parce que je vois que ça passionne dans les commentaires, mais au sujet des femmes enceintes, est-ce que vous avez déjà vu des femmes enceintes parmi les... Oui, alors nous avons eu une femme enceinte, d'ailleurs, qui fait partie de l'une des personnes qui a guéri, qui a pu être extubée, donc qui est entrée chez nous avec une forme très grave de pneumonie liée au Covid-19 et qui, il y a 24 heures, a pu être extubée et sortie du service de réanimation guérie. Alors il faut savoir, par exemple, puisque nous discutions ce problème, donc c'est une patiente qui n'a pas été traitée par l'hydroxychloroquine. Donc on voit bien qu'on peut parfaitement guérir sans avoir reçu de l'hydroxychloroquine. Il y a justement la question des femmes enceintes. Cette bonne nouvelle, vous dites que vous avez une femme enceinte. Elle était enceinte de combien de mois? Elle était enceinte de 28 semaines. 28 semaines. Donc ça fait 6 mois à peu près, c'est ça? Ouais, 6-7 mois. Cette question justement de se dire est-ce qu'il y a plus de risques quand on l'est ou pas? Enfin là vous donnez de bonnes nouvelles, mais est-ce que d'un point de vue général on peut en faire... Alors je dirais épidémiologiquement parlant, je n'ai pas de données, je ne peux pas répondre à la question, mais ce qu'il faut savoir c'est le fait d'être enceinte modifie l'immunité, parce qu'évidemment, comme tout le monde le sait, une femme doit pouvoir tolérer la présence de son fœtus, et donc il y a une sorte de dépression de l'immunité. Et ceci pourrait favoriser une forme un peu plus grave du Covid-19, même si au jour d'aujourd'hui, les choses ne sont pas très clairement démontrées. Il y a quelqu'un qui réagit dans les commentaires qui dit quand tu es en réa, c'est cuit. On peut répondre que non. C'est-à-dire, on peut aller en réanimation. Vous donnez juste en air cette bonne nouvelle. C'est que parmi les 18 personnes que vous avez, il y en a 4 qui ont contracté des formes extrêmement graves, qui ont été... Même beaucoup plus, puisqu'en fait, j'ai 18 lits dans le service, mais depuis le début de l'épidémie, nous avons soigné 40 patients infectés par le Covid dans le service de réanimation.
Donc certaines personnes n'ont pas été intubées, ventilées au départ, et ceux-ci se sont améliorés très rapidement en l'espace de 24-48 heures et donc ont quitté le service. Mais je parle parmi les personnes qui étaient sous respiration artificielle, donc sous coma artificiel, et donc nous avons 4 guérisons. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les personnes, quand elles quittent le service de réanimation, elles sont encore contagieuses ou pas? Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait il faut bien comprendre que, en tout cas dans un premier temps, la régression des signes cliniques les plus importants ne veut pas dire l'élimination totale du virus. Et donc effectivement les personnes qui quittent le service de réanimation, dont le tableau clinique s'est parfaitement amélioré, sont pour autant encore excréteurs de virus et donc sont contagieux. Il a été estimé dans les données chinoises qu'une personne pouvait rester contagieuse jusqu'à 20 jours après la guérison. Donc c'est-à-dire au plus tard, au plus long. Donc il y a un protocole de se dire que quand la personne quitte l'hôpital après la réanimation, elle doit rester en quarantaine pendant 3 semaines. Enfin, c'est-à-dire quand elle va quitter le service de réanimation, vous imaginez, elle ne va pas rentrer du jour au lendemain à la maison. Il va falloir passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, un service de médecine classique, le temps de récupérer un peu la force. Puis ensuite, peut-être un service de rééducation. Mais l'ensemble de cette filière de soins post-réanimation restera dans un secteur dit Covid positif, c'est-à-dire avec que des patients qui sont infectés par Covid. Est-ce qu'on peut attraper 2 fois le virus? C'est la question que Leslie nous pose en commentaire. Est-ce que, voilà, théoriquement, on va prendre un parcours, j'ai été en réanimation, je rentre chez moi, est-ce que c'est possible que 2 semaines plus tard, je revienne à nouveau? Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement non. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que l'on puisse être recontaminé. Sous-entendu, le fait d'avoir déjà rencontré une première fois le virus du Covid-19 va permettre le développement d'une immunité qui va permettre de protéger la personne pendant un certain temps. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire pendant combien de temps. Donc en théorie, lorsque, en tout cas au sein de cet épisode épidémique actuel, on n'a pas de probabilité de refaire une nouvelle infection à Covid-19. Il y a une question dans les commentaires qui est intéressante, qui parle aussi du côté humain, parce que c'est vrai que votre quotidien n'est pas toujours évident, je veux dire, avec les cas que vous pouvez avoir en réanimation, mais c'est le contexte qui rend les choses encore plus compliquées. Comment vous vous sentez en tant que médecin, en tant qu'homme, par rapport à cette expérience? Quand je dis ce qui se passe en ce moment, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de patients. On pourrait aussi parler des conditions qui sont parfois, qui sont même toujours très difficiles pour les familles à vivre. Bien dans sûr. Le sens où elles ne peuvent pas rendre visite à leurs proches malades comme elles le souhaitent, que quand il y a décès, le protocole est très très strict aussi. C'est pas comme d'habitude. Le deuil est toujours bien évidemment la base très difficile, mais quand en plus la forme du deuil s'en voit perturbée, c'est encore plus difficile. Comment vous le vivez en étant au contact de ces patients et puis des familles notamment? Alors, c'est vrai qu'être hospitalisé en réanimation de façon générale est toujours une expérience difficile à vivre. Elle peut d'ailleurs être source d'un traumatisme psychologique, à la fois pour le patient et aussi pour la famille. C'est pourquoi nous avons un certain nombre de procédures pour éviter, minimiser en tout cas, cette expérience douloureuse. Donc, il faut savoir évidemment que ce soit le patient ou la famille, sont pris en charge par une équipe paramédicale, il y a des psychologues, et bien sûr, nous, en tant que médecins, évidemment, on fait très attention à la façon, évidemment, dont on s'exprime, et puis on essaye d'être rassurant, évidemment, et de ne pas éteindre l'espoir jusqu'au bout, bien sûr, quand il existe. Parce que là, le protocole en soi, ça veut dire que quand... sur tous les endroits où il y a des patients Covid-19, les proches ne peuvent pas... Voilà, alors c'est vrai que ce qui rend encore plus difficile avec le Covid-19, en raison du caractère contagieux, en raison du protocole pour pouvoir entrer en contact avec un patient, c'est-à-dire il faut s'habiller, mettre une surblouse, un masque, une charlotte, des lunettes, donc des gants, donc tout ça est très compliqué, pour éviter de faire bien sûr un problème et risquer soi-même d'être contaminé. Donc les hôpitaux ont décidé d'interdire les visites des proches. Donc c'est quelque chose de très difficile. Néanmoins, on a mis bien sûr en place un certain nombre de procédures de compensation. Donc par exemple, dans le service,
Les internes en médecine appellent 2 fois par jour la personne référente de chaque famille pour donner des nouvelles, au téléphone. Et donc, cette personne référente peut poser bien sûr des questions et reçoit un certain nombre d'informations sur l'état de son proche. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et, je vous ai suivi la conférence de presse d'Edouard Philippe et Olivier Véran, non ? Quand ça, cet après-midi. Non, j'ai pas suivi. Voilà, il y a eu une grande conférence où on a évoqué la suite un peu maintenant sur les tests, sur le matériel. C'est vrai que comment ça s'est passé au niveau du matériel ? Est-ce que vous avez eu des manques ? Si oui, lesquels ? Alors on va dire bien sûr que en raison de l'afflux massif de patients graves dans les services de réanimation, évidemment, à un moment nous sommes arrivés à certaines limites d'un certain type de matériel. Alors bien sûr, tout d'abord les lits, c'est pourquoi on ouvre de plus en plus de lits, les ventilateurs, c'est pourquoi on a reçu des ventilateurs supplémentaires, mais aussi du petit matériel auquel au départ on ne pensait pas vraiment qu'il allait manquer. Par exemple, tout simplement des appareils que l'on appelle les seringues électriques, c'est-à-dire des appareils qui vont pousser la seringue pour administrer une perfusion en continu à un patient. Certains médicaments aussi, par exemple les médicaments qui permettent la curarisation, c'est-à-dire la paralysie des muscles, pour permettre une meilleure oxygénation du corps qui est en anesthésie générale et intubé ventilé. Donc oui, on a constaté que pour certains médicaments consommables ou matériels, on arrivait aux limites des choses. Mais à ce jour, ne serait-ce que dans le service chez nous, on n'a jamais manqué vraiment de matériel. Par contre, ceci nous oblige à nous adapter en permanence, à être imaginatifs et à revoir certains protocoles de soins pour pouvoir s'adapter à la situation. Donc en situation de crise, il faut savoir s'adapter. Vous, les masques, ça a été, vous avez pu avoir ce qu'il fallait? Alors oui, les masques, on n'a jamais manqué de masques, même si on sait que les réserves sont faibles, que si la crise se prolongeait de façon très importante, on pourrait manquer, mais bien sûr, tout le monde a appris que nous avons fait des commandes de plusieurs millions de masques. Même en milliards même maintenant. Milliards de masques. Voilà. C'est vrai qu'un ça devrait se régler, j'imagine. Un masque, la durée de vie du masque est très, très courte en fait. Vous devez en changer plusieurs fois par jour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pas pour circuler dans un couloir, ça c'est sûr que non, mais nos infirmiers et nos médecins sont confrontés directement aux patients avec parfois des soins au niveau des voies respiratoires. Et donc là, évidemment, la charge de l'air et de l'atmosphère autour du patient en virus est très importante. Et donc, évidemment, il faut mettre des masques de type FFP2 et les changer régulièrement. Question des tests aussi, c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement. On en fait beaucoup moins que d'autres pays. Ce serait une piste de sortie de confinement progressif, peut-être éventuellement. Est-ce que le fait de tester, c'est vraiment le seul moyen pour en sortir aujourd'hui ? Et est-ce que vous arrivez d'ailleurs à tester toutes les personnes qui viennent ici, ou est-ce que vous êtes obligé de faire un tri entre les formes les plus graves et les cas, je ne vais pas dire asymptomatiques, mais ceux qui ont des formes moins graves de la maladie? Alors, au jour d'aujourd'hui, si vous vous présentez à l'hôpital, on ne fera un test que si vous êtes hospitalisé. Donc, si vous n'êtes pas hospitalisé parce que vous n'avez qu'une forme bénigne, c'est-à-dire un syndrome de type grippal, on va vous demander de rentrer chez vous, de vous confiner, de mettre un masque pour éviter de contaminer votre famille, mais on ne fera pas de test. Par contre, si vous êtes hospitalisé, nous avons besoin absolument d'un diagnostic. Tout le monde a bien compris qu'au jour d'aujourd'hui, l'hôpital est quasiment divisé en 2 grands secteurs, le secteur Covid+, et le secteur Covid-. Et bien sûr, il n'est pas question de mettre un patient porteur du virus du Covid-19 dans le secteur Covid-, parce qu'il va bien sûr contaminer les autres patients. Donc le test est nécessaire à l'entrée de l'hôpital pour être hospitalisé, c'est-à-dire en fait pour les patients qui présentent des signes justifiant d'une hospitalisation, donc généralement quelqu'un qui a un essoufflement. Et donc on peut faire un diagnostic Covid-19 sans test si les formes par probabilité, c'est-à-dire voilà. Qu'une personne qui va venir à l'hôpital, qui a juste un syndrome grippal, de la fièvre, une fatigue, qui n'a aucun signe de gravité, par probabilité, au vu de l'épidémie actuelle, puisque la grippe en fait
l'épidémie de grippe a disparu, il n'y a plus d'infection grippale, donc ça ne peut être que le Covid-19. Donc par probabilité, on va dire, ce virus responsable de ce syndrome pseudo-grippal est le Covid-19. On sait que le Covid-19 s'attaque notamment aux poumons. Est-ce qu'il y a des radiographies qui sont faites à chaque fois pour voir l'état des poumons, parce que c'est ça aussi qui est révélateur des fois de la maladie sous sa forme grave, c'est ça? Alors, faut faire très attention. Donc en fait, le virus s'attaque surtout à la région ORL, Okay. C'est-à-dire la gorge, le nez, éventuellement les yeux, les conjonctives. Ça peut donner un problème de goût, une perte d'odorat. Donc vraiment ORL. Ça va donner bien sûr des courbatures, de la fièvre, une fatigue. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme une grippe, le syndrome grippal. Donc ça, c'est à peu près 80% des formes. Donc ils sont totalement bénignes. Et comme vous le savez, à côté de ça, on estime qu'il y a un nombre très important de personnes totalement asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont même pas un seul signe clinique. Et ce chiffre est estimé jusqu'à 40% des personnes contaminées. Alors, à côté de ça, effectivement, dans 20% des personnes qui ont des signes cliniques, donc qui est déjà une toute petite minorité, dans 20% des personnes qui ont une forme clinique, le virus va s'attaquer aux poumons. Et donc, il va donner effectivement une pneumonie, alors qui, pour 15 des 20%, est une pneumonie simple, avec simplement peut-être une gêne respiratoire, une douleur à la poitrine, un petit manque d'oxygénation qui va justifier d'une hospitalisation. Et donc, en fait, le traitement principal, c'est l'oxygène, tout simplement. Et puis, dans 5 des 20%, donc dans un quart des cas, des formes où il y a une atteinte du poumon, là, on va avoir une forme un peu plus grave. C'est-à-dire, là, on va avoir une détresse respiratoire, donc on va vraiment manquer d'oxygène, et là, il faudra monter les quantités d'oxygène jusqu'à devoir respirer en oxygène pur. Et parfois, malgré ça, on ne peut pas respirer de façon satisfaisante, et donc à ce moment-là, on doit être mis en anesthésie générale, et on doit recevoir une ventilation artificielle. Et pour pouvoir permettre la ventilation artificielle, on doit insérer un tuyau, directement dans la trachée pour oxygéner les poumons directement. Et cette manœuvre-là s'appelle l'intubation suivie de la ventilation mécanique. Et à ce moment-là, toutes ces personnes sont en coma artificiel, c'est-à-dire reçoivent un médicament pour dormir, un médicament pour la douleur, et très souvent un médicament pour paralyser les muscles. Et question qui se pose justement par rapport aux poumons, quand on ressort, on fait un scanner, si par exemple les patients que vous avez pu voir, quand ils ressortent, qu'est-ce qu'on fait comme... Non, quand une personne vient, elle n'a que des signes ORL. Elle n'a aucun examen supplémentaire. Donc simplement, on lui demande de consulter son médecin traitant et de faire attention et de se confiner. Et en fait, l'assistance publique a justement mis en place un système appelé Covidom de suivi ambulatoire à distance pour permettre justement on va dire de suivre sans nécessairement revenir ou consulter par la suite les patients qui ont des formes mineures. Donc en fait, c'est lorsqu'on a une forme pulmonaire, donc dans les 20% des personnes symptomatiques, où là effectivement, il sera nécessaire de faire une imagerie pulmonaire. Donc qui peut être une simple radiographie de thorax et qui peut être de façon plus sensible et meilleure, un scanner thoracique. Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de dire. On va dire dans les formes mineures, bien sûr, ambulatoires, il n'y a aucune séquelle attendue. Dans les formes mineures pulmonaires admises à l'hôpital, il n'y a aucune séquelle attendue. Dans les formes plus graves de réanimation, on va dire, là, on ne peut pas se prononcer définitivement. En théorie, normalement, le tissu pulmonaire récupère bien. Donc après qu'il ait été inflammé, éventuellement détruit, il va plutôt bien récupérer. Mais on ne peut pas du tout, bien sûr, affirmer formellement que pour un certain nombre de patients, il puisse y avoir une destruction définitive
de certaines parties du poumon. C'est ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire. On a une question de Mathieu Brandelli que je salue, que je connais bien parce que c'est un confrère journaliste, qui nous dit bon, voilà, c'est la crainte qu'il y ait d'autres pics par la suite parce qu'on parle de ce pic qui va arriver dans les prochains jours. Mais est-ce qu'on peut par exemple craindre qu'à l'automne prochain ça revienne? C'est une crainte? C'est-à-dire, si le coronavirus responsable de Covid-19 se comporte comme le virus de la grippe, c'est-à-dire que tous les ans, son patrimoine génétique se modifie légèrement, eh bien, effectivement, il est attendu d'avoir des épidémies saisonnières. Comme tout le monde l'a compris, le virus s'est diffusé d'est en ouest, et donc évidemment, il va faire le tour de la Terre et il va revenir l'année prochaine. Maintenant, s'il n'y a aucune modification de son patrimoine génétique, ce qui est quand même le plus probable, puisque d'autres virus de la même famille, le SRAS, le MERS, n'ont pas fait d'épidémies répétées, donc on peut être plus tranquille. Alors, moi je ne suis pas virologue, donc je ne suis pas spécialiste de cette question, donc je ne fais que des hypothèses, mais je dirais, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas répondre encore, évidemment. Bien sûr, il peut y avoir donc des épidémies, le risque n'est pas nul, il peut même y avoir une épidémie plus grave si le virus mute et devient plus dangereux. Parce qu'en fait, l'immunité... Et ça, c'est un risque. Le risque existe. À mon avis, il est faible, mais le risque existe. L'immunité que les personnes qui ont rencontré ce virus-là sera, on va dire, prolongée, mais si un nouveau virus muté arrive, cette immunité sera insuffisante pour défendre contre ce virus. Donc si jamais, évidemment, on envisageait une possibilité de retour épidémique, le vaccin aura un rôle très important pour prévenir, un peu comme la grippe. Tous les ans, il est recommandé, donc je pense que maintenant les personnes ont bien compris l'intérêt de la vaccination. Donc il est recommandé de faire une vaccination antigrippale, notamment lorsqu'on est fragile, pour éviter de faire la grippe. Eh bien, possiblement, un vaccin contre le coronavirus sera mis au point et il sera recommandé d'être vacciné. C'est vrai que c'est aussi la différence, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de vaccin, on a des pistes de traitement, on a parlé de la chloroquine tout à l'heure, mais on pourrait être mieux préparé à affronter les choses si jamais une nouvelle vague épidémique venait à survenir. On va dire, c'est de l'intérêt en fait de bien faire les traitements tels qu'ils sont proposés. Donc, comme tout le monde a compris, il y a beaucoup de pistes de traitement efficaces. Donc, tout le monde parle de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine. Il y a d'autres médicaments qui ont été proposés, des médicaments qui sont donnés actuellement pour traiter l'infection par le VIH, mais également des médicaments qui modulent l'immunité. L'intérêt, bien sûr, de donner ces médicaments dans le cadre d'essais thérapeutiques bien faits permettra de répondre à la question est-ce que ces médicaments sont efficaces ou pas. Et ça, c'est très important pour la suite. C'est effectivement, si jamais les choses survenaient à nouveau, de savoir quels sont les médicaments qui, cette fois-ci, devront être donnés et à des échelles plus importantes. À l'inverse, si tout le monde prend des médicaments de façon, on va dire, désordonnée, malheureusement, on ne pourrait pas répondre à ces questions et donc la science en serait au même état qu'aujourd'hui et donc lors d'une épidémie prochaine, on ne saura pas répondre à la question quel est le traitement à donner. C'est un peu le cas de ce qui s'est passé parfois avec certaines infections virales où finalement la médecine n'a pas réussi à mettre au point des essais thérapeutiques de grande envergure dans les temps et on n'a pas répondu à la question. Par exemple pour Ebola, au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel traitement il faut donner. Il y a beaucoup de questions par rapport au temps du confinement. Peut-être venons-en sur le pic épidémique. On en est où aujourd'hui concrètement? Ce pic épidémique, il est attendu pour quand réellement? On va prendre la situation de l'Île-de-France parce qu'on pourra peut-être aussi parler en détail que le pic épidémique sera différent d'une région à l'autre. Mais si on prend la situation de la région Île-de-France, vu qu'on est ici à Paris. Alors, bon, bien sûr, je ne peux pas répondre, évidemment. Si j'avais la réponse, un certain nombre de choses auraient été facilitées, notamment en termes de programmation, du capacitaire de lit. Là, on est dans la vague, c'est-à-dire, en fait, on est dans une montée continue et régulière. Le nombre de patients gravement infectés augmente quasiment de 10% tous les jours. Donc on est pleinement dans la vague. Maintenant, à quel moment l'augmentation va s'arrêter? Je ne peux pas répondre.
Je pense que le pire de la vague est attendu dans les 10 jours qui viennent, c'est-à-dire dans la semaine qui vient et peut-être sur le week-end prochain. Donc, après, il se peut que ça se stabilise un tout petit peu, mais il faut très raisonnablement penser que nous avons encore un mois très difficile. Un mois très difficile, ça veut dire que concrètement, quand on parle du 15 avril en fin de date de confinement, c'est improbable. C'est peu probable. C'est peu probable. Vous pensez que un confinement, ce serait quoi? Ce serait 6 semaines, 8 semaines? On sait que par exemple en Chine, ils n'en sont pas encore totalement sortis. Voilà, c'est peu probable. À mon avis, les choses devront se faire par étapes. C'est-à-dire que très probablement le confinement tel qu'il est défini actuellement, s'il est bien respecté, pourra, je l'espère, limiter un tout petit peu l'intensité de la vague. Mais après, évidemment, il ne faudra pas tout lever d'un coup et repasser une vie normale. Donc il y aura des étapes, une désescalade à envisager de ce confinement. Mais je pense qu'il vaut mieux laisser les experts trancher le sujet. Et comme vous le savez, il y a un conseil scientifique qui donne des recommandations au gouvernement. Voilà, conseil scientifique qui, d'ailleurs, on le rappelle, a lui évoqué une durée de confinement totale de 6 semaines. Donc comprenant les deux qu'on a déjà vécu, et en rajoutant donc 4 de plus, ce serait un peu plus logique si on suit justement ce que vous évoquez sur la vague épidémique, c'est-à-dire on va atteindre un pic et après, c'est-à-dire qu'on va avoir une situation un peu comme en Italie où ça se... En fait, la courbe, elle monte comme ça, non, puis la courbe, elle monte comme ça, puis elle redescend comme ça. Donc en fait, il ne faut pas penser que ça monte comme ça et puis tout d'un coup, ça redescend de façon brutale. Donc en fait... le pic, une fois passé, on sera soulagé, c'est-à-dire qu'on pourra se dire le capacitaire hospitalier a permis de traiter la totalité des patients infectés et surtout les patients gravement malades. Néanmoins, le nombre de nouveaux cas va se poursuivre encore pendant un certain temps. Nous pensons qu'un retour des services de réanimation à une situation habituelle ne se fera pas avant le mois de juin. Un retour à la vie normale en mois de juin. Probablement. Ça veut dire que complètement, quand on parle de vie normale, c'est celle qu'on avait il y a encore 3 semaines, où tout était ouvert, où on allait à l'école pour les étudiants. Moi je parlais des services de réanimation. Après la vie, probablement un peu avant. Un petit peu avant. Oui, bien sûr. Un petit peu avant. Alors... cette question, c'est ce que vous nous dites, c'est on ne peut pas sortir d'un seul coup. Ça veut dire que, j'en vois certains dans les commentaires, je les imagine, parce que ce soit vous, comme moi, comme nous tous, on a tous cette envie de reprendre notre vie d'avant, de se dire que quand le confinement s'arrête, je sais pas, moi, tel jour à 20h, eh bien, on sort tous dans les rues et que ce soit la grande fête, c'est impossible. Ça, c'est pas, on peut pas dire le confinement, il est strict à un moment et puis... non, c'est ce que je vous dis, c'est impossible. Très probablement, les choses vont se faire de façon progressive. Effectivement, ce n'est pas du jour au lendemain où on va tous sortir dans la rue et s'embrasser et faire la fête. Je ne crois pas à cette hypothèse. Les choses vont s'ouvrir progressivement. C'est-à-dire, probablement, d'abord, il faudra ouvrir un certain nombre de commerces, un certain nombre de places, d'endroits, reprendre un certain type de travail. Et puis ensuite, évidemment, les lieux festifs arriveront un peu plus tard. Ouais, la question justement des événements sportifs, culturels, quand on va voir un concert dans des salles bondées, dans un stade de foot, ça risque d'être un peu plus long. Plus décalé. Mais c'est vrai que ça, je pense que ce sont les spécialistes épidémiologistes qui vont donner des indications. Moi, je ne suis pas compétent. Mais c'est en tout cas les gestes barrières qui seront toujours à conserver, quoi. C'est-à-dire que parce que la crainte de certains, c'est de se dire bah voilà, le confinement s'arrête, on reprend un peu notre vie, les interactions sociales augmentent et du coup on voit une courbe qui peut repartir, quoi. En tout cas, la courbe monte jusqu'à atteindre un sommet, puis redescend avec une certaine vitesse, mais qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, et dans tous les cas, de toute façon, comme tout le monde l'a bien compris, l'effort hospitalier va se prolonger bien au-delà du début de la baisse, puisqu'en fait, les patients qui ont été hospitalisés, notamment dans les services de réanimation, ils devront être encore pris en charge pendant probablement plus d'un mois après le pic épidémique. Puisqu'on estime à peu près un patient qui rentre pour une pneumonie à Covid nécessite une quinzaine de jours de ventilation mécanique. C'est ça justement la complication en termes de capacité, c'est qu'on a ce flux continu, régulier de patients qui arrivent,
Et puis c'est surtout qu'ils vont rester un moment, c'est ça. C'est-à-dire 15 jours d'hospitalisation en moyenne. C'est-à-dire quand on va décider que l'épidémie est passée, il faut encore compter pour un certain nombre de patients, en moyenne 15 jours, pour les plus graves, probablement 1 ou 2 ou 3 mois encore. Donc très probablement, même, je pense, à la fin de l'été, il y aura toujours quelques patients infectés par Covid dans les services de réanimation. On peut avoir des personnes qui restent pendant 2-3 mois. Là, par exemple, sur les 18 que vous avez, celui qui est là depuis le plus longtemps, ça fait combien de temps qu'il est là ? Alors nous, en fait, les premiers patients sont arrivés maintenant il y a 15 jours. En fait, ils sont arrivés très très rapidement il y a 15 jours. Ouais, c'était le début de la vague. Ouais. Comme vous, peut-être vous en avez entendu parler, pendant une certaine période, au début de l'épidémie, en phase 1 et 2, les patients gravement infectés devaient être adressés dans 2 hôpitaux référents sur l'Île-de-France, que sont l'hôpital Bichat et l'hôpital de la Pitié. Donc tous les patients qui étaient vus Covid positifs avec des signes de gravité justifiant la réanimation étaient adressés à ces hôpitaux-là. Donc en fait, jusqu'à que ces 2 hôpitaux soient saturés, puis ensuite il y a eu ouverture des autres services. En fait, les choses sont montées de façon graduelle en charge. Une question qui vient dans les commentaires, est-ce qu'on devra tous être testés pour ressortir de chez nous ? C'est aussi une piste de se dire, pour ressortir, on fait un test et puis on voit si on est... On va dire, l'idée c'est d'augmenter les tests pendant un moment, justement, pour pouvoir repérer quelles sont les personnes qui finalement n'ont pas rencontré le virus malgré qu'il soit aussi répandu. Mais il faut savoir que très probablement, ça ne sera pas que des tests de recherche du virus. Parce que possiblement à un moment, ce type de test aura moins d'intérêt, mais ça sera plutôt des tests sérologiques, c'est-à-dire pour identifier a posteriori le fait d'avoir rencontré le virus. Vous avez encore quelques minutes qu'on prenne quelques questions ? Allons-y. Question de Leslie dans les commentaires qui nous dit peux-tu demander si un porteur asymptomatique peut déclarer symptômes plus tard ? Si vous, au bout de combien de temps ? Est-ce qu'on a à peu près une moyenne ? On l'a un peu évoqué, mais peut-être d'une façon plus pointue sur cette question-là. Alors, il faut bien comprendre, c'est que quand on s'appelle un porteur asymptomatique, c'est-à-dire en fait, on va rester tout le temps asymptomatique. Sinon, on ne porte plus le nom de porteur asymptomatique. Par contre, il faut bien distinguer ce que l'on appelle la période d'incubation, c'est-à-dire la période pendant laquelle on porte le virus, mais on n'a aucun symptôme. Et ensuite, la deuxième période, qui est la période symptomatique, où on présente des symptômes. Et c'est le porteur dit asymptomatique, c'est celui qui va rester asymptomatique du début de la contamination, c'est-à-dire pendant la phase d'incubation, et puis pendant la phase qui est symptomatique pour les autres. Donc en fait, le porteur asymptomatique ne présentera jamais de symptômes, par définition. Voilà, et donc est-ce qu'on peut être asymptomatique et au bout de... On peut rester asymptomatique tout le long, c'est-à-dire ne jamais avoir de symptômes, mais pourtant on est porteur du virus, et donc on est potentiellement contagieux. Et pour quelqu'un qui va déclarer une forme plus... On peut être pendant quelques jours sans ressentir quelque chose, et puis... au bout de... Je veux dire, par exemple, entre le moment... Tout à fait. Je prends un exemple. On voit que le confinement a commencé il y a 2 semaines. Imaginons, il y a 2 semaines, voilà, je sors, je croise des personnes, je récupère ce virus malencontreusement. Donc, il y aura une période d'incubation. De combien de temps à peu près ? Alors, en moyenne, elle est de 4 à 5 jours. Elle peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, ça, c'est une période pendant laquelle le virus va se répliquer, mais pour lequel le sujet ne présente pas de symptômes. Puis, à partir de la fin de l'incubation, il va développer des symptômes. Donc, comme tout le monde a compris, dans la majorité des cas, une sorte de grippe. Et là, il est plus fortement contaminant encore. Et puis, la grippe va s'éteindre, les symptômes vont disparaître, et puis au bout d'un moment, la personne va guérir. Elle va rester encore un tout petit peu contagieuse pendant quelques jours, et puis après, elle va développer des anticorps, elle va totalement éliminer le virus, et la personne ne sera plus contagieuse, et définitivement protégée. Et au bout de combien de temps on peut avoir une forme grave, justement ? Alors, la forme grave peut intervenir à tous les moments, bien sûr, au-delà de la période d'incubation. Donc, généralement quand même, les premiers symptômes apparaissent de façon plutôt modérée, et puis les choses s'aggravent. Alors, classiquement, dans cette maladie du Covid-19, il a été rapporté que l'aggravation survenait entre J7 et J10 du début des symptômes. Donc généralement, le patient commence par présenter de la fièvre, de la fatigue, de la toux, voilà. Et puis finalement, les choses s'intensifient un peu, il reste très fébrile, il tousse de façon plus importante, et puis finalement, sa fatigue se renforce, et puis rapidement, il développe un essoufflement. Et ça correspond à la période entre J7 et J10 du début des symptômes. J7, J10, et après il y a la question de se dire donc, sur les formes les plus graves,
Le décès... L'intervention est entre J7 et J10. Voilà, le décès, il intervient quand enfin, c'est difficile de trouver peut-être une moyenne, mais est-ce qu'on peut dire que les personnes restent pendant 10 jours dans le service, pendant 20 jours? Non, c'est-à-dire que si la personne arrive à l'hôpital, la majorité des personnes ne vont pas décéder. Le décès est rare. Il faut bien préciser. Le décès mais si elle décède donc, si elle va décéder, ce sont les formes graves de réanimation, puisque si la personne est arrivée à temps à l'hôpital, on va la surveiller. Donc, dès que les symptômes vont devenir plus graves, le patient nécessairement va être transféré en réanimation. Et donc, à ce moment-là, une fois admis en réanimation, il va recevoir un certain nombre de moyens artificiels pour compenser le problème respiratoire. Et donc, on va bien sûr lutter contre le protéger du risque de décès. Et donc, dans la majorité des cas, on va pouvoir réussir, je l'espère, à guérir la personne, mais dans un certain nombre de cas, le décès peut survenir. Alors, le décès en réanimation, on va dire, chez des personnes donc, qui sont très gravement infectées, qui vont y être admis, il peut survenir de façon variable à tout moment, on va dire. Il y a des formes très brutales de décès. Donc, vous avez parlé de cette jeune fille de 16 ans qui est décédée brutalement, quasiment au moment de son admission en réanimation. Parce que le virus peut atteindre parfois le cœur, c'est ce qu'on appelle la myocardite, une inflammation du cœur, et ça peut donner ça. Alors bien sûr, je ne sais pas si c'était le cas de cette jeune fille, mais ceci peut arriver. Par contre, les formes respiratoires, elles vont s'aggraver un peu plus progressivement, relativement plus progressivement, et le décès peut survenir à tout moment à ce moment-là en réanimation. Ouais, ça réagit beaucoup dans les commentaires, alors ça vient un peu de ce qu'on évoquait précédemment, mais sur beaucoup de personnes réagissent notamment par rapport à l'Italie, de se dire mais ça fait 3 semaines qu'ils y sont et puis ils n'arrivent toujours pas, ça continue de progresser. C'est comment Non, c'est-à-dire qu'à nouveau en Italie, le nombre de décès augmente, mais comme je l'ai expliqué, il peut y avoir une période où le nombre de nouveaux cas graves stagne, mais le nombre de décès continue à augmenter parce qu'en fait, il correspond à des patients qui étaient rentrés graves un peu avant et dont l'état ne s'est pas amélioré. Et donc le nombre de décès va continuer à augmenter. Donc il peut rester pendant 10-15 jours, et puis voilà. Du coup, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, plus un patient va rester en réanimation, et plus sa probabilité de décès va augmenter, évidemment. C'est intéressant. On va dire les personnes qui sont moins sévèrement infectées et qui finalement répondent mieux au traitement, ils vont rester de façon plus courte en réanimation. Vous voyez, quand je vous ai dit que parmi nos patients, nous avons 4 personnes qui s'en sont sorties relativement rapidement, c'est probablement les formes les moins graves, mais c'est sûr qu'avec le temps, le taux de décès va augmenter, évidemment. En gros, ça veut dire qu'il faut 3 semaines de confinement pour voir les premiers effets, à peu près, c'est ça, un peu plus? Les effets de quoi exactement? Du confinement. Bon, à nouveau, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais je pense que en dessous de 3 semaines, 1 mois de confinement, il n'y a rien à attendre. On ne voit rien dans les cours. C'est important de le dire, parce que c'est vrai que les gens peuvent être là, je ne vais pas dire se décourager, mais de se dire, on est là, on est chez nous, on limite tous nos déplacements, et c'est ce qu'il faut faire. On le rappelle encore une fois, restez chez vous, et je pense que même vous-même, en tant que professionnel de santé, vous ne cessez de le dire pour éviter l'engorgement des services d'urgence, mais de se dire que l'impact de ce confinement, il faut être très, 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 très patient, parce que les formes les plus graves surviennent au bout de, vous disiez, 7 à 10 jours, et qu'après l'hospitalisation fait que les décès peuvent intervenir plus tard. Et autre point important, c'est que même s'il y a un confinement, le virus se propage toujours un minimum quand même. Il y a toujours, oui, bien sûr. Je veux dire, quand on va faire ses courses, on peut potentiellement toucher quelque chose qui a été manipulé par quelqu'un qui est porteur du virus. C'est que là, il y a un confinement, il y a toujours des cas qui arrivent. Ouais. Mais simplement, on va dire, le confinement permet de réduire la rapidité de contamination, et donc laisse penser qu'on va réduire l'intensité en fonction du temps, du nombre de cas graves. Parce que le point le plus important, c'est d'étaler les cas graves sur le temps, pour que tout le monde les cas graves n'arrivent pas au même moment, parce que sinon le système sera saturé, et donc nous ne pourrons pas prendre en charge les patients arrivés en même temps. Par contre, si c'est un tout petit peu plus étalé, c'est mieux pour le système de santé. Mais le confinement ne va pas empêcher qu'un certain nombre de personnes vont se contaminer quand même. C'est-à-dire que sans confinement, en gros, on aurait été droit vers le chaos, quoi. Enfin, Possiblement. Ouais, clairement, Possiblement. Quand on voit déjà la situation avec un confinement, c'est-à-dire que sans confinement, ça aurait été plus dur encore. Alors, on va dire, pour répondre clairement à toutes ces questions-là, ce sont des études a posteriori qui vont pouvoir clairement dire les choses. C'est-à-dire que lorsque tout sera passé, à ce moment-là, il y aura des analyses, des comparaisons de ce qui a été observé par rapport
au modèle théorique, on va pouvoir répondre aux questions. C'est vrai qu'il y a la question de se dire qu'on n'a pas les réponses à tout, il faut avoir l'humilité de le dire, parce que c'est vrai que, on connaît rien, c'est un nouveau virus. Ouais. Donc même nous, médicalement... Vous découvrez des choses chaque jour? Oui, il y a 15 jours, je n'avais jamais rencontré un patient infecté par Covid. Donc ça n'est que depuis 15 jours que je prends en charge ce type de patient. Donc on apprend sur le terrain tous les jours. D'ailleurs, c'est à la fois quelque chose de difficile, de prenant pour nous, parce que nous devons à la fois prendre en charge les patients, mais aussi tous les jours lire les publications scientifiques pour se maintenir au courant, parce qu'évidemment, les choses bougent en permanence. Mais à la fois, c'est passionnant et très intéressant professionnellement. Question de Jalil qui nous dit, le groupe sanguin a-t-il un rôle ou absolument rien à voir? Alors, je ne pense pas qu'il ait un rôle, mais il a été démontré que le fait d'être porteur du groupe A exposerait à un risque plus important d'infection par Covid symptomatique et plus grave. Mais ça n'est qu'une observation. Donc on ne sait pas exactement la raison pour laquelle on va dire ce groupe ABO, donc le groupe A, serait associé à des formes un peu plus graves de Covid. À l'inverse, le groupe O serait associé à des formes un peu moins graves. Conseil pratique d'hygiène, on nous parle de ce qu'il faut, quand on rentre chez soi, déposer tout à l'entrée. Enfin, je prends l'exemple de vous, ce que vous faites. Voilà, vous êtes confronté chez vous, voilà. On reste juste à l'entrée, on va pas plus loin. Juste, voilà, vous arrivez chez vous. Qu'est-ce que vous faites justement pour éviter éventuellement de contaminer tout votre logement? Alors, bon, déjà, moi, c'est un tout petit peu différent parce que paradoxalement, je travaille à l'hôpital, mais en fait, c'est un lieu où on prend beaucoup de précautions. Et donc déjà, lorsque je travaille à l'hôpital, je change tous mes vêtements. J'ai, comme vous voyez, une blouse blanche, un pyjama vert, on met des masques, des charlottes, etc. Donc en fait, lorsque je rentre chez moi, en fait, j'enlève tous mes vêtements hospitaliers et donc je n'utilise mes vêtements civils qui n'ont pas a priori été en contact avec les patients. Et donc, si jamais il faut tout laisser à l'entrée, l'idée c'est vraiment je vais pas dire faire une zone tampon à la maison, mais alors il faut savoir que les vêtements ne contaminent pas ou sont très peu contaminants. En fait, ce qui contamine, ce sont les mains. Donc en fait, si on utilise les solutions hydroalcooliques, donc effectivement après être allé dans un commerce, on se nettoie les mains avec soit du savon, soit avec des solutions hydroalcooliques, normalement on ne devrait pas être contaminé. Hydroalcoolique avant de sortir aussi, quand on va faire les courses, avant, après, c'est ça l'idée? Régulièrement. Voilà, c'est ça qui est important, parce que c'est l'un des lieux justement on peut... Avant, après, pendant, etc. Il y a beaucoup de témoignages de solidarité, on l'a entendu quand on a lancé le live tout à l'heure, les applaudissements. Comment vous vivez un peu tout ça? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout, il y a ceux qui sont touchés, ceux qui disent mais vous étiez où quand il y a eu la crise de l'hôpital public? On pourrait dire toujours en cours quelque part, vu qu'il y a encore quelques semaines il y avait des manifestations. Comment vous positionnez un peu par rapport à tout ça, cet élan de solidarité, et puis peut-être la situation d'avant où peut-être on n'entendait pas ce que vous disiez, enfin, ce manque de moyens qui est propre à cette crise, mais pas seulement, parce que déjà avant, on parlait du manque de moyens, du manque de lits, du manque de personnel. C'est sûr que cette crise a mis en avant l'hôpital et ses difficultés, en tout cas a montré à l'ensemble de la population, mais aussi au gouvernement, aux autorités de santé, que le système de santé était en grande difficulté, notamment l'hôpital était en grande difficulté. Il faut savoir que depuis le début de la crise, les directions ont décidé de nous offrir tous les moyens dont nous avions besoin. Donc ça, il faut le reconnaître. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai besoin de tel matériel, de tel ventilateur, de tel personnel, il suffit que je fasse la demande et je l'ai instantanément. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques mois, où là c'était évidemment beaucoup plus compliqué. Ouais. Je pense que ceci très probablement permettra à nos dirigeants de réfléchir et que, on va dire, la gestion hospitalière uniquement basée sur des aspects financiers ne sera plus de mise après. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase de dire on gère les patients comme des colis.
C'est pas de par votre professionnalisme, oui, mais parce que vous étiez obligé par manque de temps Non, je pense que, en tout cas, non. Au niveau des médecins, au niveau des paramédicaux, il n'a jamais été question de gérer les patients comme des objets ou des colis, à aucun moment. Ce qu'on a entendu comme témoignage qui revenait régulièrement non. Il y a toujours eu l'humanité nécessaire, quelles que soient les conditions économiques et financières de l'hôpital. Par contre, effectivement, on va dire, les moyens pouvaient manquer. Pour des raisons budgétaires, les axes de recherche que nous souhaitions mener pouvaient ne pas se faire en raison de défauts de financement. Mais à aucun moment, la relation humaine entre le soignant et le soigné n'a fait défaut et ne s'est dégradée. C'est vrai que c'est important de le dire parce que on a entendu aussi quand même des témoignages parfois dans ces mouvements sociaux qui disaient c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Il y a toujours un risque en fait. Le problème c'est qu'il y a toujours un risque, mais à aucun moment, à ma connaissance en tout cas, un soignant a considéré. Oui, quand je dis ça, c'est pas la considération du soignant. Hein. C'est important de dire pour préciser ma question, c'est pas la considération du soignant, c'est parfois le manque de temps qui peut obliger d'aller. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça que je sais. C'est surtout ça la précision. Elle n'est pas dans l'incrimination du. Le soin se faisait dans des conditions difficiles. C'est ça, voilà. Nous préférons travailler avec tous les moyens dont on a besoin que de devoir en permanence se serrer la ceinture, essayer de retirer tel ou tel médicament parce qu'on n'a pas les moyens de le payer, etc. Ou parfois même peut-être décider de ne pas hospitaliser quelqu'un parce qu'il n'y a plus de lit, des choses comme ça. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent avant. Parce qu'on le craint maintenant, mais c'est déjà arrivé par le passé. C'est arrivé, d'ailleurs, la crise a montré que probablement l'hôpital était, on va dire, avait des moyens très limités, et s'il n'y a pas eu cet effort très important de la nation, et bien sûr de l'organisation hospitalière, et je répète à nouveau, en tout cas pour l'assistance publique hôpitaux de Paris, tous les moyens nous ont été donnés pour faire face à cette crise depuis le début. Les gens veulent vous aider, peut-être pour conclure, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui disent on aimerait vous aider. Bonsoir, que pensez-vous de la candidature spontanée en renfort parce que c'est vrai que il y a quelques jours, on a eu Rémi Salomon, justement, qui est aussi dans l'encadrement de la PHP, qui nous disait malgré tout, on a besoin urgent de moyens humains, de respirateurs et autres. On parle aussi de la pénurie de médicaments qui pourrait intervenir et qui n'est pas très loin, même dans certains endroits. Alors, beaucoup de compagnies pharmaceutiques, d'industriels ont accéléré la production d'un certain nombre de composants, de consommables, de médicaments et ont fourni l'hôpital. Donc effectivement, d'un point de vue matériel, il y a eu un effort très important, mais aussi d'un point de vue humain, en raison du redéploiement d'un certain nombre d'activités, des médecins qui étaient dans des disciplines moins impliquées dans la crise, se sont portés volontaires pour pouvoir aider les spécialités à la pointe du soin des patients Covid. L'ensemble des étudiants infirmiers, aides-soignants, des étudiants en médecine ont été, sur la base du volontariat, redéployés ou de la réquisition redéployés dans les structures de soins. Et bien sûr, nous avons beaucoup de demandes qui sont arrivées spontanément de médecins du privé, de secteurs moins touchés, pour pouvoir renforcer l'hôpital. Et comment on peut vous aider concrètement? Alors, en fait, il y a des sites donc pour les professionnels, parce qu'en fait, on a surtout besoin de professionnels, et notamment des paramédicaux, et notamment d'infirmiers ou d'aides-soignants spécialisés en réanimation. Et donc, effectivement, il y a des sites, notamment l'assistance publique, sur lesquels on peut se connecter et soumettre un dossier de volontariat. Et puis, très très rapidement, à peine 1 ou 2 heures après avoir soumis son dossier, on est contacté et un contrat est signé et on peut travailler. Question de la Ventoline pour les questions, peut-être pour conclure cette dernière question, parce qu'elle vient intéressante éventuellement, qui disait pour les voies respiratoires, symptômes asthme, sans autres symptômes, Ventoline? J'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre. Une personne qui a de l'asthme, voilà. Oui. Pour les voies respiratoires, symptômes asthme sans autres symptômes. Non, c'est-à-dire qu'une crise d'asthme ne veut pas dire une infection à Covid. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui est asthmatique, si en plus il a une infection à Covid, il peut décompenser sa maladie asthmatique. Donc effectivement, un patient asthmatique, il peut être un peu plus fragilisé par rapport à l'infection par Covid. Mais le fait de faire une crise d'asthme ne veut pas dire qu'on est infecté par Covid.
En tout cas, je tenais à vous remercier parce qu'on a pris beaucoup de temps et merci pour votre temps précieux. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui vous disent merci, Nadia, Elisabeth, Alexandre et tant d'autres qui sont présents sur ce live, qui vous remercient pour ce temps parce que c'est un temps précieux mais utile parce que l'information pour le citoyen est importante dans ces temps de crise pour que des personnes qui soient directement à la gestion de cette crise dans les hôpitaux, en réanimation, chef de maladie infectieuse, on l'a eu quelques jours avec Eric Combe, on espère avoir à nouveau Philippe Juvin qui est chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, on a eu aussi il y a quelques semaines Arnaud Fontanet qui est au conseil scientifique désormais et à l'Institut Pasteur, donc épidémiologiste, donc tous des secteurs différents qui se complètent parce que chacun peut apporter des réponses à certaines questions. Vous avez des réponses à certaines que d'autres n'auront pas et inversement. Et c'est intéressant et on va continuer de le faire comme on l'a fait avec vous, monsieur, aujourd'hui. Et on fera encore dans les prochains jours une présence sur le terrain quotidienne pour vous donner des informations, l'évolution de cette épidémie, les réponses qui sont apportées d'un point de vue médical sur la suite qui nous concerne tous. C'est bien évidemment avec... on l'espère au plus vite la sortie de ce confinement, mais on sait que ça prendra du temps et c'est ce qu'on a pu évoquer dans ce live où il faut s'attendre à ce que ça dure plus longtemps que le 15 avril. Donc ça, c'est tous des points importants qu'on va continuer d'aborder et qu'on aborde aussi chaque jour sur MyBrut. On vient de vous mettre le lien dans les commentaires. Vous recevez tous les jours par mail un mail qui résume un peu toutes les informations de la journée avec les sujets qu'on a pu traiter, c'est-à-dire par exemple l'interview avec vous, mais d'autres sujets qui vous expliquent un peu tout autour du coronavirus, de ce qui se passe aussi à l'étranger, parce qu'on a la chance d'avoir des journalistes qui sont aussi à l'étranger pour avoir des témoignages, pour faire des points aussi sur la situation, des sujets aussi consacrés à toutes les professions, alors les vôtres justement à la gestion de cette crise liée directement au coronavirus, mais on a une pensée ce soir, et on ne va pas commencer à les citer parce qu'il y en a tellement, mais de ceux qui font que notre vie quotidienne permet d'exister encore dans les magasins et autres. On vous a proposé plusieurs sujets qui sont à voir ou revoir et donc ça vous pouvez les voir sur le fil Facebook de Brut, sinon aussi le mail quotidien qui vous arrive en général en fin d'après-midi, début de soirée. Merci encore pour vos partages, pour vos commentaires, toutes vos questions parce que bien évidemment on aurait pu faire 5 heures de live si on prenait toutes les questions, mais on a essayé d'en prendre un maximum. Pour certaines qui sont revenues sur la fin du live, vous pouvez voir précédemment, on en a traité certaines, beaucoup notamment qui reviennent sur la chloroquine, sur la sortie du confinement, on l'a évoqué très largement et je rappelle donc que vous êtes chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière et que vous appelez Bruno Megarban et je vous remercie encore une fois énormément en mon nom mais aussi au nom de toutes les personnes qui ont suivi ce direct. Encore une fois, merci du fond du cœur de nous avoir accordé de votre temps très précieux. Très bonne soirée à vous et très bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Et prenez soin de vous et de vos proches et surtout restez chez vous. Très bonne soirée. Hop.